Bonjour à tous, aujourd'hui, ce nouvel épisode de Paysans du Vivant est sponsorisé par Cocopelli. Alors Cocopelli, c'est une association pour qui on est devenu producteur depuis plus d'un an pour multiplier des semences paysannes. Alors Cocopelli multiplie plus de 2000 espèces et variétés de plantes médicinales et potagères, donc c'est vraiment une association qui œuvre pour le maintien de la biodiversité cultivée avec une des plus grandes collections de plantes médicinales d'Europe cultivées en agriculture biologique. Il y a 85% des espèces qui sont vendues par Cocopelli qui sont reproduites par des petits producteurs. Et les conditions de travail avec Cocopelli sont vraiment très agréables et en termes d'infrastructure, il y a vraiment un atelier de tri professionnel qui est mis à disposition des producteurs pour pouvoir rendre une semence propre pour qu'elle puisse être après ensachée. Avant d'ensacher les graines, il va y avoir des tests de germination plusieurs fois dans l'année, parfois, ou au moins une fois par an. Et du coup, sur chaque lot maintenant, vous avez le dernier test de germination avec le taux de germination. C'est les taux de germination qui sont bien supérieurs à ce qu'exige la législation européenne. Donc on peut dire en fait merci à Cocopelli de sponsoriser cet épisode et puis merci pour leur militantisme et pour leur sérieux. On est vraiment ravis de travailler avec eux. Et maintenant, je vous propose qu'on aille refaire une visite chez Gaspard 2 ans après le tournage du premier épisode que l'on avait tourné chez lui. Bonjour Gaspard, merci de nous réaccueillir. Du coup là ça fait 3 ans que tu es installé en maraîchage sur sol vivant. Est-ce que tu peux nous refaire un petit descriptif de ton exploitation s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Donc effectivement, moi je me suis installé ici en janvier 2020. Donc là on est fin 2022, donc c'est la 3e saison qui est bouclée ici. Donc je travaille sur 2 parcelles. Celle où on est aujourd'hui qui est un peu la parcelle principale, où il y a les tunnels et puis l'abri de stockage pour le matériel. Et une deuxième parcelle qui est à 5 minutes en voiture d'ici, qui est destinée plus à des cultures, on va dire, de garde qui se plantent et qui se ramassent en une fois, du type les pommes de terre, les courges et patates douces. Donc je suis sur un sol vraiment de vallée, hein, parce que la Dordogne est juste derrière là, donc j'ai un système d'irrigation qui est géré par la commune qui fonctionne toute l'année et qui pompe dans la Dordogne, et sur un sol donc sablo-limoneux. Donc il y a 45% de sable, 45% de limon et 10% d'argile. Et c'est un sol qui, quand je suis arrivé, avait 1,5 de matière organique, donc un taux assez bas, parce qu'il y a eu Alors il y a eu un prêt en fait juste avant que j'arrive pendant 4 ans, donc ce qui m'a permis aussi de passer la parcelle en bio direct, mais avant il y a eu du tabac et du maïs pendant un petit moment, donc ce qui a sans doute laissé un peu des traces sur le sol. Et donc effectivement, je suis sur des pratiques où j'apporte de la matière organique de manière assez importante, hein, du broyat de déchets verts et du fumier bovin essentiellement, et un peu de foin. On en reparlera peut-être après. Et où il y a aussi des couverts végétaux quand j'ai le temps et la place pour les caler dans mon système, qui est du coup un système assez intensif. Parce qu'en termes de surface cultivée, donc il y a 2 tunnels qui font 400 m² chacun, donc ça fait 800 m². Et en surface purement cultivée, donc hors passe-pied, hors allée, donc vraiment que du légume, ici sur la première parcelle, il y a 2300 m². Et il y avait cette année exploité sur l'autre parcelle à peu près 2000 m². Donc en tout, on a 4300 m² de plein champ et 800 m² de tunnel, sachant que ça, c'est des chiffres qui vont un petit peu évoluer, puisque à la place de ce couvert qui est là, il y aura l'année prochaine un bitunnel de 1000 m², donc on va plus que doubler la surface sous serre. Voilà, et donc c'est un système qui est assez intensif, puisque sur ce que moi j'appelle une planche de culture, c'est-à-dire une largeur de 3,30 m qui correspond aux toiles tissées que j'utilise, je cale 2 ou 3 cultures à la suite sur une saison. Donc voilà, c'est un système qui est assez intensif. Et en termes de commercialisation, on est sur de la vente directe essentiellement, parce que je suis au marché de Belvès, donc ça représente vraiment une part essentielle de mon chiffre d'affaires. Je vends aussi à une boutique bio et un petit peu ensuite à une boutique de producteurs à Surac et à des restaurateurs, mais ça c'est assez marginal, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tous les légumes d'hiver que tu cultives et un peu les itinéraires techniques que tu développes pour les faire pousser?
Et peut-être avant, un petit compte rendu en fait de cette saison sèche et comment ça s'est passé ta saison par rapport à tes légumes d'été, comment ça s'est passé sur ta ferme, quoi. Oui, alors cet été, donc il a fait chaud, il a fait sec. Il a fait surtout chaud et sec très tôt dans la saison, hein, parce que dès le mois de février-mars, ça a été quand même des températures vraiment anormales par rapport à ce qu'on peut connaître ici d'habitude. Bon, ça va peut-être devenir la normale, mais en tout cas pour l'instant c'est un peu surprenant. Les difficultés, elles ont commencé en fait au mois de juin déjà, parce qu'il y a eu quand même des gros orages ici. On a des collègues dans le Ribéracois ou dans le Bergeracois qui ont vraiment pris très 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 cher avec la grêle. Donc il y a eu des orages début juin et troisième semaine de juin où on a bien serré les fesses avec des moments de solitude assez importants. Moi je me souviens d'un 22 juin ici où j'étais tout seul sur le terrain avec un orage et j'étais pas serein. Et donc après ça a été donc en fait les dernières pluies et ensuite on a enchaîné 2 mois quasiment sans pluie, très chaud, très sec, avec forcément des conséquences sur les cultures. Alors pas forcément aussi méchant que ce que j'aurais pu craindre. Moi j'ai fait les poivrons dehors cette année, donc les poivrons ils ont pris des coups de soleil forcément assez sévères, hein, ils n'étaient pas ombrés, donc là le poivron en plein soleil par 50 degrés, il n'aime pas. Il y a eu sous serre, malgré les voiles d'ombrage, aussi de la brûlure sur fruits, notamment sur les planches de tomates qui étaient proches de mon ouvrant latéral, qui était évidemment ouvert. Et comme j'ai qu'un seul ouvrant latéral, je suis un petit peu, pour des questions de ventilation, parce que moi j'ai des problèmes d'humidité ici avec la Dordogne proche, j'étais un petit peu réfractaire, on va dire, à mettre un voile d'ombrage sur l'ouvrant, pour éviter que justement les fruits qui sont proches de l'ouvrant prennent des coups de soleil. Et donc ils ont pris des coups de soleil. Donc il y a eu quand même pas mal de pertes sur la tomate. Il y a eu des fleurs qui ont cramé, ça c'est clair. Après, il y a quand même pas mal de collègues, alors que ce soit ici ou ailleurs, qui ont eu des problèmes de ravageurs qui sont assez spécifiques au temps chaud et sec, notamment les acariens, ce genre de choses, sur des haricots verts, sur des concombres, etc. Et moi j'étais assez préservé de manière générale. Donc au niveau des... Il y a eu un peu de casse sur les salades, mais au final, bon, pas trop méchant. Là où en fait c'était le plus dur, c'était pour nous, quoi. Parce que franchement, physiquement et mentalement, ça a été quand même rude de voir la météo qui annonçait chaque semaine des 42, 43, donc sachant que ça, évidemment c'est à l'abri à l'ombre, hein, donc en plein soleil il fait nettement plus. Du coup ça a nécessité vraiment des adaptations au niveau de l'organisation du travail. Donc on commençait évidemment très tôt, aux alentours de 6 heures, et à midi et demi c'était terminé. Sauf que j'ai quand même beaucoup produit cet été, donc habituellement on est à 2 sur l'exploitation, donc moi à temps plein évidemment, et Marie qui est ma salariée qui fait 25-30 heures par semaine. Et là en fait ça suffisait pas, quoi, parce qu'on faisait des journées du coup de 6 heures. Elle est là 3 jours par semaine, elle fait le marché ensuite avec moi, mais en fait elle est là que 3 jours, donc ça faisait vraiment un volume horaire travaillé sur la semaine qui était largement insuffisant. Donc il a fallu que je fasse appel à quelqu'un d'autre, Solène, qui est venue, elle, travailler aussi quasiment à temps plein sur la ferme pour compenser le fait que en fait, c'était impossible de travailler au-delà de midi, quoi. Enfin, après on peut aimer se faire mal, mais là c'était pas, moi c'était pas trop mon délire, donc voilà, ça il a fallu s'adapter à ça. Et puis ça a continué quand même en septembre, hein. En septembre il a fait encore très chaud, très sec. Donc là ça a eu aussi des conséquences sur les cultures diverses sous serre, hein, parce que les épinards, la mâche qu'on a planté en semaine 38, donc c'est fin septembre, ils ont poussé à une vitesse phénoménale. Et la mâche, c'est pas une culture qui aime être dans une serre à 35 degrés, quoi. Sur sa zone de confort, c'est plus 15-20, donc voilà, il a fallu la vendre le plus vite possible, et il y a eu des problèmes de montaison un peu sur la mâche, mais voilà, ça c'est un peu les problématiques qui ont été rencontrées cet été. Après, moi étant dans un contexte ici, encore une fois, très humide, proche de la Dordogne, et ayant de l'eau quasiment à volonté, parce qu'on n'a pas été touché par des restrictions ici, en tout cas sur ce secteur-là, je préfère avoir un temps chaud et sec et arroser et gérer l'irrigation, que l'été qu'on a eu l'année dernière, où là en fait mon contexte humide est dupliqué par la météo. Et alors là, les problèmes de maladies sous serre dehors, ça a été quand même compliqué. Donc voilà, s'il faut choisir, je préfère ce temps-là, même si c'est, voilà, c'est pour l'humain, on va dire, pour nous, c'est quand même
pas évident à supporter. Et du coup, après, au niveau des cultures d'hiver, j'ai une gamme qui est quand même assez large, assez diversifiée. Parce que moi, j'essaie vraiment de travailler, enfin, c'est vraiment les locaux qui me font vivre, quoi, hein. J'ai une clientèle d'habitués qui est là tous les samedis. Les touristes, ils prennent le pic de tomates et de concombres en été, mais du coup, moi, je suis vraiment là pour bosser pour les locaux. Et du coup, j'ai une gamme très large, hivernale. Alors que ce soit sous serre avec essentiellement des verdures, parce que sous serre, on a en hiver des épinards, de la mâche, des salades, de la coriandre, de la roquette, avec un roulement. Alors, les épinards restent en place tout l'hiver, mais les séries de mâches se succèdent avec les salades et inversement. Et ensuite, en plein champ, on a des poireaux, des radis d'hiver, des blettes, des betteraves, des fenouilles, des choux divers et variés qui sont quand même un échec chez moi depuis 2 ans. Alors ça, c'est une des conséquences de l'été chaud aussi, hein, c'est que les choux, j'ai repiqué en juillet, ils n'ont pas aimé. Donc là, il va falloir, je pense, changer aussi l'itinéraire technique parce que je l'ai fait sur toile tissée noire, plus filet anti-insecte par-dessus. Quand tu arroses et que le filet est mouillé, qui se colle sur le petit plan de chou, en fait, dès que ça commence à sécher, à chauffer, le plan en dessous il crame, quoi. Il est pris en sandwich entre le filet anti-insecte et la toile tissée, et ça marche pas du tout. Donc ça, c'est un truc à modifier à l'avenir, mais en tout cas, en théorie, je suis censé avoir du chou cabu rouge, blanc, du chou vert de Milan, des choux-fleurs, parce que les choux-fleurs, c'est quand même quelque chose qui se vend très bien. Des carottes, alors là aussi, depuis 2 ans, je réussissais très très bien mes carottes, même au printemps, j'avais semé des carottes qui avaient très bien marché, et là, cette année, comme d'autres collègues, impossible de faire lever une graine de carotte avec les chaleurs. Malgré le fait de tenir l'irrigation, malgré le fait d'essayer de bâcher pour vraiment tenir l'eau et tenir l'humidité, je pense qu'il y avait vraiment un problème de chaleur au niveau du sol, et les graines n'ont pas germé, quoi. J'ai essayé, je sème quand même normalement 6 planches de 50 mètres, enfin 25 mètres x 2, mais du coup ça fait 6 planches de 50 mètres. Donc ça fait quand même quelques dizaines ou centaines de milliers de graines, et franchement, ça a été ridicule, quoi. Donc pas de carottes cette année, pas de chou-fleur. Donc sur la gamme d'hiver, ça fait un peu mal, mais en parallèle, les patates douces ont très bien fonctionné sur votre parcelle. La récolte de pommes de terre, c'est pas mal. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur cette culture, mais voilà, on a sorti un peu plus de 2 tonnes de pommes de terre, donc c'est, moi en tout cas, à mon niveau de commercialisation, ça me suffit amplement. Les courges étaient bien aussi, donc voilà, c'est comme toujours, quand tu fais 40 légumes sur l'année, il y a des choses que tu réussis et d'autres pas, quoi. Et voilà, alors après au niveau des itinéraires techniques, c'est très, très variable, enfin très variable. En fait, comme j'enchaîne 2 cultures au minimum sur une planche par saison, je vais avoir une culture de printemps qui va se terminer en général au courant du mois de juin, et après au mois de juillet ou août, il y a une culture hivernale qui est implantée. Donc les fenouilles, les blettes, les betteraves, les choux, tout ça. Et donc là, l'itinéraire technique, il est assez simple. C'est-à-dire que la culture de printemps a été faite sur toile tissée, je retire la toile tissée, je passe un coup de vibroculteur, donc vraiment des dents quoi, sur 10 cm. Donc ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais maintenant j'ai vraiment un travail de sol superficiel systématiquement ou presque avant l'implantation d'une culture. Remise en place d'une toile tissée, et repiquage du coup des cultures automnales ou hivernales. Voilà. Et après, l'exception un peu à la règle, c'est des cultures qui ont des cycles longs, comme les oignons, les poireaux et même l'ail là, que j'ai planté il y a pas très longtemps, où là je travaille sur foin. Donc on l'avait un peu évoqué la première fois où tu étais venu, mais voilà, c'est ces bâches, ces toiles tissées là qui sont mises. Enfin, d'abord le foin est mis, puis la toile tissée, je plante les poireaux à travers, et vers le 15 août, quand les poireaux sont bien développés, je vire la toile tissée. Et du coup, on a des poireaux qui sont sur foin, et là, c'est vraiment. Là, il reste plus 7000 poireaux, mais il y a eu 7000 poireaux de plantés, et là, c'est zéro désherbage, quoi. Et les poireaux se portent pas trop mal. Donc voilà, et les oignons sont faits exactement de la même manière, en bulbille, foin, bâche. Voilà, la bâche, elle reste tout le temps de la culture. Parce que là, sur le poireau, en fait, je retire la bâche parce que je peux pas sortir mon poireau s'il est gros, s'il y a encore la toile tissée. Alors sur les oignons, ça pose aucun problème, quoi. Donc voilà, au niveau des itinéraires techniques, c'est comme ça que ça se passe. Et quand les cultures d'automne sont terminées, donc là on a quand même des exemples assez parlants. Alors oui, une petite aparté, j'ai investi dans une chambre froide. Donc un des avantages de la chambre froide, c'est que ça me permet de sortir les légumes racines type navet, chou rave, enfin chou rave c'est pas un légume racine, mais des choses qui se conservent bien, les betteraves,
Pour les stocker, je les ramasse relativement tôt là en octobre. Je les stocke en chambre froide pour l'hiver. Et ça me permet de venir amender en broyat et en fumier, puis de bâcher avec des toiles d'ensilage tout l'hiver les sols, quoi. Et en fait, au printemps, j'enlève mes bâches d'ensilage progressivement, je passe un coup de vibro. Donc en fonction des cultures, je rajoute un peu de lombricompost ou d'engrais organique, mais pas surtout. C'est-à-dire sur les cultures peu exigeantes, type salade, radis, je débâche, je passe un coup de vibro, je sème, et là la fertilité qui est apportée par le fumier et le broyat, c'est largement suffisant. Et donc j'avance comme ça dans mon printemps, quoi. Donc soit un semi-direct pour du radis ou de la carotte, tout le reste c'est en plan. Donc moi j'achète tous mes plants, je fais pas de plants ici parce que j'habite pas sur place et que ça me gonfle de faire des plants, c'est pas un truc qui me parle plus que ça. Donc j'ai des plants qui arrivent toutes les 2 semaines, et toutes les 2 semaines j'enlève de la bâche d'ensilage, je mets de la toile tissée à la place et je repique, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ce fonctionnement-là, en fait, on l'a vraiment mis en place sérieusement à l'automne dernier, il y a un an, donc juste après quelques mois après votre premier passage. Et j'ai eu vraiment au printemps là des très très belles des cultures qui ont très bien marché, quoi. Vraiment, ça a bien marché avec peu d'herbe, des cultures qui poussent bien, très saines dans l'ensemble. Donc je recommence l'opération et j'ai un peu exclu ce qu'on avait aussi évoqué la première fois où vous êtes venu, les couverts végétaux, sans travail de sol, bâcher et implanter les cultures directement dedans, parce que moi j'ai vraiment, et c'est une des raisons qui me pousse maintenant à faire du travail de griffage superficiel avec le vibroculteur. J'ai une population de rongeurs ici qui est importante et qui vraiment, du coup, m'a causé des dégâts il y a 2 ans, enfin il y a un an, sur beaucoup de cultures que j'ai implantées après des couverts végétaux sans travail de sol. Et du coup, je veux, je veux plus m'imposer cette souffrance psychologique. Donc c'est à eux que je impose une souffrance avec un coup d'outil. Et franchement, malgré ça, c'est un truc de fou parce que des fois, tu passes le vibro, tu mets ta bâche, tu repiques, et 3 jours plus tard, tu viens, t'appuies un peu sur un plan, et bam, il s'enfonce de 10 centimètres, il y a une galerie en dessous, quoi. Donc c'est un peu chiant, mais je fais avec, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe au niveau des itinéraires techniques et de la mise en place des cultures de manière générale. Du coup, pour les légumes d'hiver, en termes de protection climatique, est-ce qu'il y a besoin de les protéger avec des voiles? Et si oui, sur quels légumes? Et les autres, en fait, sous serre, qu'est-ce que tu mets? Pour quelles raisons, quoi? J'ai peu de protection. En fait, bon, déjà les automnes sont quand même de plus en plus doux. Donc tu vois là, on a quasiment pas eu de gelée encore jusqu'à présent. Et les cultures qui sont quand même en place, encore une fois, sont pour la plupart rentrées en chambre froide à l'heure qu'il est. Donc les betteraves, les navets, les choux raves, ce genre de choses. Les cultures qui restent, donc là on a du radis d'hiver, du poireau, là-bas on a un peu de fenouil. Les fenouils ils vont être finis dans 2 semaines, donc je me prends pas trop la tête avec eux. Ils tiennent très bien, un -1, -2, ça leur pose pas trop de problèmes. Et, bon, les feuilles vont prendre un peu cher, mais au niveau du bulbe, c'est tout à fait vendable derrière. Donc je me prends pas la tête avec eux. Là où je vais mettre un voile si jamais j'ai une gelée un petit peu précoce, évidemment c'est sur les courgettes. Parce que là il y a encore des courgettes derrière nous, derrière toi en l'occurrence, qui sont là, on est au 15 novembre. Bon, elles sont en fin de vie. Là maintenant, s'ils annoncent du gel, je vais pas chercher à les protéger, quoi. Ça fait 2 mois et demi qu'elles donnent, elles sont un peu en bout de parcours, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc au final, à l'automne, non, j'ai pas trop de. Et puis après, les poireaux, eux, qu'il fasse froid, ça leur pose aucun souci. Donc non, j'ai pas trop d'action de protection contre le gel à l'automne. C'est plus en fait au printemps où là, il y a du boulot parce qu'on commence à repiquer début mars. Donc mars, avril, ici, il y a comme souvent des gelées. Donc là, on fait plus attention. Puis c'est sur du jeune plant, en fait, c'est toujours plus problématique d'avoir des gelées un peu fortes. Et sous serre, que ce soit l'épinard, la mâche, la roquette, si ça descend en dessous de 0, alors il ne faut pas qu'il fasse -10 hein, forcément, mais c'est pas trop un souci. D'ailleurs là on voit hein, les serres elles sont grandes ouvertes, il n'y a rien qui est fermé. L'objectif c'est d'avoir un maximum de ventilation. Et par contre effectivement qu'on sera au cœur de l'hiver, en fait à -2, -3 en extérieur ça va commencer à geler sous serre. Si je ferme bien tôt la veille, s'il y a un peu de chaleur qui est emmagasinée la journée la veille, je tiens le 0 jusqu'à -2, -3. En dessous de -2, -3 en extérieur, là ça va commencer à geler.
La mâche, elle prend -1, c'est pas dramatique. Les salades, si elles sont paumées, ça peut faire un peu des traces. Donc là, éventuellement, je vais mettre un P17 ou un P30 selon ce que j'ai sous la main. Je travaille de plus en plus avec du P30 parce qu'en fait, c'est plus, déjà, c'est plus efficace pour la protection thermique, c'est plus facile à manipuler, c'est moins fragile. Donc je travaille de plus en plus avec du P30. Sur les épinards, je vais rien faire. Franchement, les épinards, il n'y a pas besoin. Et après, la coriandre, je vais la couvrir aussi avec un P30 si vraiment ils annoncent très froid. Mais franchement, la gestion du froid l'hiver sur les cultures hivernales, c'est pas quelque chose qui me prend la tête ou qui m'occupe plus que ça. Alors après, il faut évidemment mettre hors gel son système d'irrigation, ça c'est la base. Donc ça, je le fais. D'autant plus qu'en plein champ, j'ai plus du tout d'arrosage à faire l'hiver. Donc en fait, j'ouvre tout est ouvert et l'eau, soit il n'y a plus d'eau, soit il y a des résidus d'eau dans les tuyaux, mais ça ne fait pas exploser les tuyaux ni les vannettes. Voilà, donc la gestion de la température en hiver, c'est pas un souci, quoi, ça va. C'est pas une grosse problématique. Là, sur les variétés de radis que tu cultives, c'est lesquelles? Ouais, alors il y a plusieurs variétés. Il y a du radis noir qui est sur la 3e planche et un peu sur la 2e, je crois. Donc il y a du rond et du long. Le long, pour l'instant, je trouve que c'est pas terrible. Je pense qu'il a été semé un peu trop dense. Et là, on a du bleu d'automne. Donc il y a un radis qui s'appelle bleu d'automne, mais qui est plutôt violet en fait. Et un rose long qui est à côté, sur lequel on a déjà bien ramassé, qui s'appelle Ostergruß rosa, je crois. Donc ça prend chez moi la suite des oignons. Enfin, jusqu'à présent, c'était comme ça. Des oignons qui étaient faits sur foin. Et en fait, je me sers du vibroculteur pour tirer le foin en bout de planche, parce qu'en fait, semer avec le semoir JP1 là, avec du foin, des résidus de foin, ça marche pas du tout. Donc ça, c'est une utilisation aussi que je fais du vibroculteur, c'est pour virer les déchets, de plus en plus. Alors les déchets, soit les déchets de culture qu'on arrache, et je passe avec le tracteur et j'embarque tout, donc ça évite de faire ça à la main et à la brouette, donc ça c'est un gain de temps, notamment quand on vide les serres d'été, c'est un gain de temps énorme. Pour les patates douces aussi, c'est un gain de temps énorme. Bref, et après, du coup, je repasse une deuxième fois pour faire voilà, un lit de semence sur 5-10 cm et je sème mes radis dans la foulée aux alentours du mi-août. Alors là, encore une fois, ils ont poussé très vite parce qu'il a fait très chaud en septembre-octobre. Mais c'est plutôt réussi. Il n'y a eu aucun désherbage. Comme ils ont poussé très vite et très fort et qu'ils sont beaucoup plus couvrants que des radis roses bottes, bon voilà, là maintenant il y a un petit peu d'herbe, mais c'est quand même très correct. Et c'est un produit que je vais la semaine prochaine sans doute tout ramasser et encore une fois rentrer en chambre froide pour pouvoir amender le sol et avoir un sol bâché comme ailleurs pour l'hiver. Du coup, pour les légumes d'hiver sous serre, comment tu les cultives? C'est quoi les itinéraires en fait que tu vas avoir sous serre l'hiver? Alors en hiver sous serre, c'est très majoritairement des verdures, on va dire, des légumes feuilles. Donc là derrière nous on a 3 planches d'épinards, 2 planches de salade. Et dans l'autre tunnel cette année on a de la mâche, de la coriandre, de la roquette. Et il y a une rotation qui se fait, un enchaînement de cultures qui se fait avec la mâche et les salades. C'est-à-dire qu'en général quand j'ai une planche de mâche qui se libère au cœur de l'hiver, j'ai une salade qui prend la suite. Et inversement, quand j'ai une première série de salades qui libère la place, qui est ramassée et vendue, il y a de la mâche qui est plantée ensuite. Donc c'est ça que je fais, faute de place, parce que je pense que si j'avais plus de tunnels, je ferais sans doute plus de diversité, notamment peut-être de la carotte semée vers la mi-octobre là, pour avoir de la carotte primeur en botte fin mars. Je l'avais fait l'année dernière. Je n'étais pas 100% convaincu par la rentabilité, donc là j'ai misé plus sur la verdure cette année. Mais je pense que quand les surfaces couvertes seront plus importantes, ça reviendra. Et puis, quand tu as plus de serre, en fait, tu peux te permettre aussi d'essayer des choses que là, sur 2 tunnels, sur 2 fois 400 mètres carrés, j'assure le coup quoi, au niveau économique. Puis c'est des cultures où je sais que ça va se vendre sans trop de soucis. Au niveau litière technique, on est vraiment sur un truc très similaire à ce que je fais en plein champ. C'est-à-dire que là, dans cette serre-là, il y avait des melons sur 4 planches. Donc il y avait des primeurs en début d'année, puis des melons. Sur cette planche-là, il y a eu de la courgette primeur qui a viré au cours de l'été pour laisser place à du haricots rame qui a viré il y a 3 semaines ou un mois pour laisser place à des salades. Et donc quand ces cultures estivales sont terminées, je
passe dans la serre avec le vibroculteur, j'accroche tous les déchets, donc les plants de melon, les plants de courgettes, du coup, et même les haricots, c'est comme ça qu'on l'a fait là il y a un mois. En fait, on arrache au pied et après on laisse tout en tas. Je viens, je recule dans la serre et avec les dents, en fait, j'attrape tous les déchets, je sors tout. Donc ça me prend très peu de temps. On vire les toiles tissées, on vire les gouttes à gouttes. Tu t'enlèves les bâches tissées là quand tu passes la griffe pour enlever les résidus de culture avec ton tracteur? En fait, je passe avec le tracteur. L'écartement du tracteur fait que les roues passent à peu près. Alors là, c'est très serré en hiver, mais en fait, parce que les toiles tissées sont un peu plus larges, là en hiver, elles font 1,25 m. En été, elles font 1 mètre de large. C'est pas hyper standardisé, il y a peut-être des progrès à faire là-dessus. Mais des fois, après, je ne vais pas toujours hyper droit, donc le tracteur peut rouler sur la toile tissée, ça pose aucun souci. Hein. La toile tissée, après, je roule doucement, hein, je passe pas comme une brutasse. Ne serait-ce que parce que le vibroculteur, je le descends, mais je le colle pas au sol, parce qu'évidemment, sinon, j'arrache la toile tissée. Donc, il y a un réglage à trouver. Mais comme c'est des déchets qui sont assez volumineux, tu vois, des gros plants de courgettes, des plants de melon, il y a du volume, on va dire. Donc, ça s'accroche très bien dans les dents du vibroculteur, et je sors tout ça comme ça. On vire les toiles tissées correspondantes aux cultures d'été. On vire les gouttes à gouttes qui sont en dessous. Donc ça, c'est dans la recherche de gagner du temps et d'optimiser les choses, c'est un truc qu'on fait cette année. C'est que les gouttes à gouttes, là, on peut les voir, ils sont mis sur les barres de culture. Donc ça, c'est un gain de temps énorme parce que jusqu'à présent, on les enroulait sur eux-mêmes. Donc là, il y a 50 mètres de gouttes à gouttes. Donc pour l'enrouler bien, il faut mettre des ficelles régulièrement. Après, pour le ranger, ça prend de la place, etc. Là, on ne se prend pas la tête. Bon, là, il y a 2 lignes, mais sur la serre de tomates, il y a 3 lignes par planche. On les regroupe au milieu. Et en fait, il y en a un qui tire dessus, comme ça, qui est là, qui tire dessus. Et l'autre, moi en l'occurrence, c'est moi le plus grand sur l'exploitation, je marche en fait avec les gouttes à gouttes et je les fais passer sur la barre de culture et je les accroche. Pour sortir 3 lignes de gouttes à gouttes de tomates, ça nous prend à 5 minutes. Alors que pour enrouler une ligne de gouttes à gouttes toute seule, franchement, c'est entre 5 et 10 minutes, quoi. Quand ça se passe bien. Parce que des fois, tu t'en mêles, enfin bon, ça peut être une galère, quoi. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Donc une fois qu'on a fait ça, là c'est pareil, quoi. C'est coup de vibro pour tout reprendre. Alors là, après les melons et après les melons, il y a eu un peu de lombricompost, enfin un peu, il y a eu du lombricompost et un peu d'engrais organique pour les épinards. Parce que comme c'est une culture qui est quand même très longue, je veux pas qu'il y ait un manque d'azote, et surtout que les manques d'azote sur les épinards, ça a tendance à favoriser les montées. Donc ça c'est fait, c'est incorporé au vibro, on remet les toiles tissées, on repique avec le Toussilo, ma planteuse électrique. Voilà, c'est quand même très, très simple. Et par contre dans la serre à tomates, où là j'ai donc essentiellement, enfin dans la serre où il y a eu les tomates cette année et où j'enchaîne avec de la mâche, c'est exactement pareil pour le nettoyage. C'est-à-dire qu'en fait je coupe d'abord au coupe-branche les pieds de tomates, tac tac tac, et les pieds de concombre et les pieds d'aubergine, parce qu'il y a aussi des concombres et des aubergines. Moi j'utilise du sisal, donc c'est de la ficelle naturelle, quoi, des fibres naturelles. Je passe avec le cutter, je coupe tout en haut, tout tombe par terre. Je viens avec le vibro, je sors tout. Donc là j'ai sorti tous les déchets de la serre d'été en 40 minutes tout seul, avec le vibro comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Enfin moi en tout cas ça me satisfait bien par rapport à ce qu'on faisait avant, où il y a 2 ans on sortait tout à la brouette. Donc là tu te pends, quoi. Tu mets 2 jours à 2, c'est l'enfer. L'année dernière, on a progressé, je reculais avec la bennette en fait, et Marie mettait dans la bennette. Et là, en fait, déjà je suis tout seul, donc je peux le faire tout seul et ça va beaucoup plus vite, quoi. Après, pareil, on enlève les toiles tissées, on enlève les gouttes à gouttes, on passe un coup de vibro, enfin plusieurs, parce que là, quand ça a été en place pendant 6 mois déjà, moi j'avais de l'herbe dans les passe-pieds de manière assez importante, donc j'ai passé un petit coup de débroussailleuse avant pour pas avoir trop de matière haute, on va dire. Un coup de vibro ou 2 dans les 2 sens. Et là par contre je mets pas de ferti, il n'y a pas d'engrais qui est mis après les tomates. L'année dernière on avait plus de temps et plus d'énergie, donc on avait fait un amendement en broyat. En fait on était venu avec le tracteur. Donc en fait l'espacement, si tu veux, entre mes roues de tracteur, c'est la largeur de ma planche, grosso merdo. La bennette derrière, chargée de broyat, Marie qui faisait tomber, un petit coup de râteau, on met la toile tissée et on repique comme ça. On l'avait fait là aussi d'ailleurs, ça avait très bien marché. Cette année, ni le temps ni l'énergie de se charrier de la matière organique après la saison estivale. Donc là, c'est juste vibro et plantation de la mâche, de la coriandre, de la roquette
sans aucune fertie, parce qu'en fait les reliquats sur concombres, tomates, aubergines étaient quand même, je pense, largement suffisants pour assurer des cultures comme ça qui sont en fait très peu exigeantes. Je veux dire, une mâche, ça a besoin de quasiment rien pour pousser. Et d'ailleurs, on pourra faire un tour après dans l'autre serre. Voilà, c'est vert, ça pousse, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, et là vraiment sur l'hiver, on est exclusivement en arrosage en aspersion suspendue. Ce qui est un système qui marche bien. Alors c'est pas parfait parce que forcément, comme il y a 2 lignes qui se croisent au milieu, ça reçoit quand même un peu plus d'eau que sur les côtés. Mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Il faut faire attention, je trouve, l'hiver dans les serres à pas trop arroser. Surtout sur tout ce qui est salade et mâche, où tu as vite de la pourriture potentiellement, enfin du botrytis, ce genre de choses, ou du brémia sur les salades sous les plants. Et du coup, c'est pour ça que là, tu vois, on est le 15 novembre, mais tout est ouvert, quoi. Tout est ouvert, et moi, c'est exactement ça que je veux. C'est ce qu'on sent là, c'est l'air, le vent qui fait rentrer et qui fait que ça sèche, quoi. Et que l'intérieur du plastique là est déjà sec, alors que c'est pas toujours le cas, quoi, avec la condensation, notamment l'été quand j'ai des plantes très volumineuses, l'évapotranspiration des plantes fait que j'ai une grosse condensation le matin, et moi c'est vraiment un gros problème que j'ai ici sur ces cultures d'été qui sont sensibles au mildiou, notamment les tomates. J'ai du mildiou tous les ans, quoi. Donc l'année prochaine ce sera fait dans le bitunnel, qui est un outil de travail nettement plus ventilé, et je vais moins densifier mes plantations, je vais dédensifier mes plantations, parce que là ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas, il faut vraiment tenir les feuillages à fond, et en fait dès que le temps tourne un peu à l'orage, à l'humide, plus l'humidité qui est le matin, j'ai des problèmes de maladie, et après alors là c'est un temps de travail qui est bouffé pour effeuiller, pour essayer de tenir le mildiou, pour le comprimer. Et pourtant cette année c'était pas du tout nana mildiou, mais j'en ai quand même eu, quoi. Donc voilà, la transition été-hiver se passe comme ça. Et après, bah, écoute, dans les 2 serres, il y aura cette année des primeurs. Et du coup, tout ce qui est culture d'été seront l'année prochaine implantés dans le bitunnel qui va être monté cet hiver. Voilà. Et après, il va falloir que je repense à mes rotations. En fait, l'intérêt des bitunnels, c'est pas forcément, enfin, du bitunnel qu'on va monter, le fait de doubler la surface sous serre, c'est pas tant pour cultiver plus, parce que là, je vois en termes de débouchés, alors sauf s'il y a un nouveau débouché miracle qui s'installe dans le Périgord noir sur le canton de Saint-Cyprien, mais j'ai un doute. Je suis au max, ça sert à rien d'essayer de faire plus de mâches ou plus d'épinards. Déjà l'épinard j'en ai un peu trop, j'ai du mal à le faire partir aussi vite que je voudrais. L'été, franchement, c'est pareil, quoi, sur tout ce qui est tomates, concombres. Bon, concombre il y avait peut-être encore un peu de marge, aubergines aussi, mais sur tomates il n'en fallait pas plus, quoi. Il y a eu quand même une grosse production de tomates cette année vu qu'il faisait chaud, malgré un peu les problèmes de mildiou que j'ai pu avoir, ça n'a pas trop impacté les tomates. Donc l'intérêt surtout d'augmenter les surfaces sous serre, c'est aussi d'avoir des rotations un peu plus longues et de pouvoir remettre du couvert végétal dans l'histoire, quoi. Et un mode de fonctionnement auquel je commence un peu à réfléchir, c'est faire sur une année une plantation de primeurs en janvier, tout est fini mi-mai, grand max, fin mai, un couvert végétal tout l'été, qui est détruit, on verra comment on fait, et ensuite implanter ce genre de culture dans la foulée à l'automne, quoi. Mais en tout cas, voilà, permettre aussi au sol de reprendre, on va dire, de la racine vivante autre que du légume à intervalles réguliers. Et voilà. Et du coup, là, comme on va avoir un petit peu plus de temps entre l'implantation des primeurs et la fin de ces cultures-là, je prévois un amendement là, en broyat non incorporé, quoi. C'est-à-dire que je préparerai les planches, je mets le broyat en surface, les toiles tissées pour les primeurs, et je repiquerai les primeurs dedans comme ça, quoi. Donc, mais voilà, c'est un peu le problème quand tu es très serré au niveau de la surface, que ce soit à l'intérieur ou dehors, c'est que les créneaux pour venir faire des amendements ou mettre des couverts végétaux au milieu de tes cultures et trouver l'équilibre économique, c'est un peu chaud, quoi. Donc d'où l'intérêt d'essayer d'avoir un peu plus de surface pour être un peu plus tranquille. Sans forcément cultiver plus, en fait, mais vraiment se donner un peu d'aération dans l'enchaînement des cultures et dans la possibilité de mettre du couvert dans le système, quoi. Donc pour la stratégie de fertilisation, là on voit qu'il y a des couverts végétaux, tu dis que tu veux toujours en mettre plus, mais qu'il y a toujours la limite de l'espace. Et il y a aussi les apports de broyat de déchets verts. Est-ce que tu as une idée du tonnage de matière qui vient chaque année pour faire tourner tes 4500 mètres carrés de planches? Alors, pour être précis, la deuxième parcelle dont je parlais tout à l'heure, où il y avait les pommes de terre, les courges et les patates douces, c'est une parcelle où il n'y a pas de broyat pour l'instant.
Donc les tonnages dont je vais parler, c'est uniquement concentré ici sur 2300 m². Et du coup là moi je prends 2 camions, donc le camion fait 30 cubes. C'est une matière qui est quand même très légère, donc quand tu regardes vraiment le poids à la pesée, surtout quand il est sec, en fait il y a 7-8 tonnes, pas plus. Donc avec 15-16 tonnes, et on va dire 15 tonnes pour faciliter le calcul, encore une fois pour faciliter le calcul, on va dire 2500 m², ça fait 60 tonnes hectares. Hein. Au niveau du fumier, c'est une trentaine de tonnes hectares. Je mets pas forcément du fumier ou du broyat. Enfin le broyat si j'en mets partout, le fumier j'en mets pas partout. Là typiquement on a préparé des planches où l'année prochaine il y aura du petit pois. On a semé des fèves, c'est des fabacées, je mets pas de fumier quoi. C'est que du broyat. Peut-être que je mettrai du fumier sur la culture qui suit après, mais voilà, donc on est sur voilà, 30 tonnes hectares de fumier bovin et 60 tonnes hectares de broyat. Voilà. Peut-être que la stratégie serait différente si j'étais sur un sol plus argileux, mais comme je suis sur un sol qui est assez sableux avec peu d'argile, je fais des apports réguliers mais pas forcément massifs, quoi. Tu as refait des analyses de sol pour voir le taux de matière organique? Non, j'ai pas refait d'analyse de sol encore, c'est quelque chose que je voulais faire cet automne. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de le faire, mais au printemps je vais le faire parce que j'aimerais bien savoir où j'en suis. À mon avis, là je suis entre 3 et 4% de matière organique vu ce que j'ai apporté. Parce que si je dis pas de conneries, je crois que 100 tonnes hectares de broyat c'est à peu près 1% de matière organique. Tu me confirmeras ou pas, mais il me semble que François Hérissou m'avait dit ça. Ouais, je pense que j'ai pris largement 2 points de matière organique par rapport au 1,5 existant. Et je mets aussi un peu de foin. Alors ça peut paraître anecdotique, mais comme il y a une rotation, en fait chaque planche prend du foin tous les 3 ou 4 ans. Et donc ça rapporte une matière encore un peu différente. Bon là les tonnages sont relativement faibles parce que je dois passer une dizaine de boules de 250 kg, donc il doit y avoir 2 tonnes 5, mais sur des relativement petites surfaces. Donc en fait, dans l'absolu, c'est pas des gros volumes, mais rapporté à l'hectare, ça peut commencer à faire des volumes assez importants, quoi. Alors la dernière fois qu'on était passé, tu venais de planter les pommiers. Et du coup, je voulais savoir si ça poussait bien, si tu étais content, et puis comment tu avais décidé de les conduire. Et puis on voit des artichauts aussi à côté. Est-ce que tu peux nous parler des artichauts et de la stratégie de faire de l'artichaut en maraîchage? Bon, les artichauts, c'est par pur souci de diversification au niveau de la commercialisation. Voilà, en plus de l'artichaut bio, j'en vois pas trop, donc je pense que c'est un truc qui va se vendre assez bien. Donc là, je les ai fait sur foin pour si jamais j'ai besoin de les refertiliser en cours de cycle, enfin de culture, vu que c'est une culture qui reste longtemps en place. Je voulais pas avoir une bâche, une toile tissée qui me gêne. Une fois qu'il y a la toile tissée, qu'il y a l'artichaut qui pousse, la toile tissée elle est condamnée. Donc ça c'est voilà, c'est plus par opportunisme on va dire, et puis pour essayer un peu quelque chose de nouveau. Les arbres c'est vraiment pour clôturer la parcelle, s'abriter du vent, s'abriter éventuellement des traitements qui sont à côté, même si ça va, c'est très raisonnable. Là c'est aussi pour commercialiser du fruit bio, parce que du fruit bio localement, à part de la noix, ça n'existe pas, ou peu à ma connaissance. Un peu chez toi peut-être, mais sinon dans les boutiques et tout on n'en trouve pas. Et du coup effectivement il y a eu quand même un changement de stratégie sur les fruitiers, parce que l'année dernière, malgré le temps humide de l'été, ils ont très peu poussé, et je pense qu'ils ont vraiment été concurrencés par les couverts végétaux successifs qui étaient à leurs pieds, surtout le couvert d'été que j'avais implanté. Ça les a concurrencés, alors ça a sans doute amélioré la structure du sol autour, donc voilà, il n'y a pas que du négatif. Cette année j'ai mis du foin, alors là il y a en plus on met aussi des déchets des fenouils qui sont juste à côté, là aussi c'est l'opportunisme complet, on prend les fans de fenouil qu'on coupe et on les met au pied. Mais du coup ça a été paillé avec du foin, arrosé, et là cette année on a vraiment des belles pousses, des pousses sur certains arbres qui font plus d'1 mètre. Et du coup là ce que j'ai fait très récemment, c'est que je les ai arqués. On le voit là, il y a des tiges un peu métalliques qui tiennent les branches, qui les tirent vers le bas pour contrôler la vigueur des branches charpentières et favoriser la pousse d'un axe qu'on voit bien là, du tronc. Et donc après il y a d'autres charpentières qui vont pousser, mais voilà, l'idée de l'arcure c'est de favoriser la mise à fruit relativement rapidement et de calmer la vigueur végétative, la pousse du bois. Donc c'est ce qui se fait dans les vergers un peu intensifs, classiques, Et ça permet aussi de peu intervenir au niveau de la taille, Il y a peu de taille à faire. La seule taille qu'on va venir faire, c'est vraiment retirer des pousses qui auraient comme ça un angle
un angle très fermé par rapport au tronc et qui vont être compliqués à terme à arquer. Bon là c'est facile parce qu'elle est petite, mais quand elle va devenir plus grosse pour l'arquer, sans la casser ça va être dur. Donc on la retire et on essaie de garder entre 12 et 15 charpentières par arbre. Voilà, donc ça c'est. Donc il y a 80 pommiers, 25 poiriers et 25 pêchers. Et les pêchers par contre sont conduits en gobelet de manière assez classique là-bas. Donc là, on est 3 ans après ton installation. Est-ce que tu pourrais nous faire un bilan économique de ta situation financière sur cette ferme et de voir, de nous dire, est-ce que tu en es satisfait et est-ce que c'est viable économiquement? J'espère qu'il est durable. L'évolution sur 3 ans, elle est quand même pas mal, hein, parce que j'ai commencé la première année avec toutes les difficultés qu'il y avait eu sur un chiffre d'affaires qui était à peu près de, je crois que c'est 37 000 euros. Et là, cette année, on va voir un peu comment ça se passe sur les dernières semaines de l'année, mais on va être autour de 75 000 euros, je pense. Donc ça fait un chiffre d'affaires qui a doublé en 3 ans, enfin en 2 ans du coup, avec une surface sous serre qui n'a pas changé, une surface cultivée qui a légèrement augmenté mais pas beaucoup plus. Et notamment par rapport à l'année dernière où je pense que cette année je vais avoir des charges relativement similaires et où j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 50% par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière c'était à peu près 50 000 euros. Donc ça veut bien dire qu'il y a une meilleure maîtrise technique de ce qui est fait, il y a une meilleure organisation, il y a encore plein de progrès, hein. Il y a toujours des cultures qui sont ratées, et des cultures importantes, on en parlait tout à l'heure, sur tout ce qui est chou-fleur, carottes, qui ça... En fait, l'ennemi vraiment de ces modèles-là, c'est la planche de culture où tu fais zéro. Parce que là, ta moyenne de chiffre d'affaires ou de marge selon l'indicateur que tu suis au mètre carré, pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'elle s'écroule. Donc c'est très logique, hein. Mieux tu réussis tes cultures, plus tu es rentable. Et oui, avec une organisation, vraiment, moi le point sur lequel j'essaie de vraiment me concentrer de plus en plus, c'est sur l'organisation du travail à tous les stades. Donc préparation des planches, plantation, récolte, vente, essayer vraiment de gagner du temps sur tout. Et en fait, ça va très vite, hein. Tu prends l'exemple d'une salade. Une salade, moi j'en fais à peu près 6 000 pour arrondir 6 000 dans l'année. T'es pas efficace au niveau de tes gestes, tu perds 2 secondes à l'implantation, 2 secondes à la récolte et 2 secondes au lavage, au conditionnement. Ça fait 6 secondes, ça fait 36 000 secondes. Ça fait des heures en fait que tu perds et qui te coûtent de l'argent. Parce qu'en fait, moi quand je calcule mes coûts, je calcule évidemment les coûts de main d'œuvre parce que c'est un coût important en maraîchage. Et du coup, j'inclus dans mes coûts mon temps de travail, quoi. Je valorise une heure de travail à une certaine valeur. Et du coup, plus je passe du temps à implanter, à ramasser ou à désherber une culture, moins je suis rentable. Donc ça passe par l'organisation, la maîtrise technique, ce que je disais de ce que tu produis, et par les calendriers culturaux en fait, sur des petites surfaces comme ça. Je pense que sur une ferme qui aurait 3 à 4 hectares et qui aurait beaucoup plus de place, en fait, le raisonnement il est plus le même parce que tu n'es plus en train de raisonner en marge ou en chiffre d'affaires au mètre carré. Tu t'en fous, tu raisonnes par rapport à ta planche et combien elle te rapporte, mais t'es pas un peu dans cette obsession que j'ai de plus en plus de dire il faut que ça enchaîne, il faut que ça enchaîne le plus vite possible pour maximiser la surface et les revenus par surface. Mais en tout cas, voilà, je pense que faire ce chiffre d'affaires là en 3e année, alors j'ai des charges qui sont relativement importantes quand même parce que j'ai de la main d'œuvre, hein. J'ai Marie qui est quand même quasiment à temps plein, 8 mois sur 12 on va dire, et à mon avis ça ne va pas baisser à l'avenir. J'ai des crédits, j'achète tous mes plants, donc en fait mes 3 charges principales clairement c'est la main d'œuvre au sens large, donc le salaire de Marie, voire d'une autre saisonnière ou d'un autre saisonnier, le mien, mes cotisations MSA, mes emprunts et mes charges de plan. Ça c'est vraiment mes 3 postes de charges principales. Donc en fait les plans, comme de toute façon il n'est pas question que j'en fasse parce que j'habite pas sur place, parce que ça me plaît pas, parce que je suis pas équipé, c'est pas quelque chose sur lequel je vais réduire. Le crédit, à moins que le banquier me fasse cadeau de la moitié de mon crédit, je pense pas que ce soit non plus une charge qui va baisser. Et là où je peux essayer de minimiser les charges, c'est sur le temps de travail en fait. Et c'est d'augmenter la productivité horaire, réussir à temps de travail similaire, produire plus quoi. Donc voilà, l'enjeu il est là, mais c'est en tout cas aujourd'hui la ferme elle fait du bénéfice, je me rémunère, alors je me rémunère pas
4 000 € par mois, hein, mais voilà, je me rémunère selon mes besoins et j'espère que ça va aller encore en s'améliorant, quoi. Du coup, est-ce que tu utilises des outils pour t'aider à planifier un petit peu les cultures? Du coup, tu nous parlais que tu faisais des rotations, tu essayais d'optimiser le nombre de rotations sur les planches de culture, mais aussi et que ce qui était important, c'était vraiment d'essayer d'avoir un gain de productivité horaire sur l'itinéraire. Mais il y a aussi, pour avoir une bonne performance économique, la question de mettre en adéquation la production avec les débouchés. Du coup, quel outil tu utilises, comment tu t'y prends pour essayer de produire ce que tu vas arriver à vendre, quoi. Ouais, donc l'autre source d'efficacité ou de gain d'efficacité, effectivement, c'est dans la planification, vraiment être bien raccord entre ce que tu vas produire et ce que tu vas pouvoir vendre. Moi j'ai un certain nombre d'outils dont je me sers qui sont des outils très basiques, hein. C'est des fichiers Excel. Donc j'en ai un où je saisis en fait mes chiffres de vente par légumes, marché après marché, pour le marché, mais aussi pour les boutiques mois par mois. Et avec l'expérience aussi, je sais que voilà, je vais passer X kilos de poireaux sur un marché. Ça va peut-être varier de plus ou moins 10% en fonction de la météo, de la fréquentation du marché ce jour-là. Mais j'ai une base où la mâche, c'est pareil. Le poireau, c'est pas trop un problème parce que c'est un légume qui se garde bien, mais sur des produits très périssables comme la mâche, voilà, il faut être assez clair sur ce que tu es capable de vendre pour pas se retrouver avec des pertes et où là c'est le pire en fait. Parce que tu passes du temps de travail, tu achètes des plants et tu les vends pas, c'est vraiment là c'est pas bon, quoi. Donc ça c'est un premier outil dont je me sers. Et après au niveau de la planification, c'est très simple aussi. J'ai un fichier Excel où j'ai schématisé, représenté mes planches avec de vulgaires rectangles. Et donc j'ai toutes mes planches de plein champ qui sont schématisées, les serres aussi. Et je dis, je marque, j'écris dedans, là il y aura une salade, il y aura un radis début mars, puis il y aura un haricot vert mi-mai, puis il y aura une salade fin juillet, tu vois. Et donc ça me permet de garder l'historique de l'année précédente, donc d'essayer quand même d'avoir un minimum de rotation, de ne pas avoir des choses qui se répètent trop souvent au même endroit. Même si ça c'est aussi compliqué parce qu'il y a des familles de légumes qui reviennent quand même de manière importante. Les crucifères par exemple, c'est un peu un problème entre guillemets, parce que quand tu fais beaucoup de radis au printemps, que tu essaies de faire beaucoup de choux pour l'automne et que tu cales des choux raves, des navets, en fait ça te prend quand même pas mal de planches. Donc voilà, donc cet outil là il m'aide. Et après avec la maigre expérience que je commence à avoir, je sais maintenant, voilà, je sais que si je fais une culture de printemps, je vais avoir le temps de la ramasser et de la vendre d'ici la fin du mois de juin, et ensuite de venir faire le travail de sol éventuel, la remise en place de toiles tissées pour implanter une culture en juillet ou en août pour l'automne. Voilà, je sais que en gros 2 cultures comme ça passe largement. Alors après il y a des choses qui sont un peu plus serrées. Et je sais que voilà, des oignons au 15 août, normalement, je les ai ramassés, c'est fini parce que je les implante un peu tôt. Et puis je les fais en bulbille, donc il y a peut-être un peu plus de précocité. Donc je sais qu'après ça, je vais faire du radis d'hiver, parce que c'est une des choses que je peux encore implanter, si tu veux, en plein champ, au-delà du 15 août. Donc ça, une fois que tu l'as fait une fois ou deux, et que tu vois que ça a marché, voilà, c'est après aussi essayer de trouver du coup des recettes qui marchent comme ça, et puis de s'apporter aussi une relaxation mentale en se disant, bon bah ça en termes de timing ça marche. Voilà, je recommence quoi. Je recommence l'année prochaine. Et voilà, mais ça, voilà, encore une fois, c'est 2-3 saisons, tu vois que ça. C'est de l'expérience quoi. Tu vois que ça marche et il faut essayer de le reproduire. Et après, tu le reproduis et tu essaies d'améliorer ton rendement, de faire des radis plus jolis, des haricots plus productifs, des salades où il y a moins de pertes. Voilà, mais ça c'est de la progression technique, mais la base du calendrier culturel, elle est en place et tu t'appuies là-dessus, quoi. Et quand tu n'as plus déjà cette espèce de Tetris mental, et il faut le faire l'hiver, quoi. Là, moi, j'ai mon assolement pour l'année prochaine, il est déjà fait, hein. On est mi-novembre, je l'ai fait récemment. Je l'ai fait aussi récemment parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de ce que je vais implanter dehors, je ne vais pas forcément mettre les mêmes matières organiques, quoi. Sur tout ce qui est fabassé, je ne vais pas mettre de fumier, par exemple. Donc c'est important que je sache qu'est-ce qui va où avant de faire mes amendements d'automne, quoi. Pour conclure, d'un point de vue économique, pour toi, les légumes d'hiver, c'est rentable ou c'est plus rentable les légumes d'été? En fait, je vais te faire un peu une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend des cultures,
ça dépend de comment tu as envie de travailler. On pourrait tout à fait imaginer un système, surtout ici dans une zone touristique, où tu blindes à fond sur les cultures d'été, tu fais de la tomate, de la tomate, de la tomate, et après tu fais rien l'hiver. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi j'ai fait le choix de travailler aussi pour les gens d'ici, donc d'avoir une gamme aussi hivernale. Et après c'est comme pour l'été ou pour le printemps ou pour l'automne, peu importe la saison, tu as des cultures qui sont plus rentables que d'autres, c'est clair et net. Les verdures, la mâche, l'épinard, c'est des produits qui d'une part se vendent bien, d'autre part sont quand même rentables. Après si tu regardes en termes de volume de chiffre d'affaires, vraiment en valeur absolue, les 2 mois, juillet-août, surtout ici dans une région touristique, c'est quand même une part un peu plus importante du chiffre annuel. Mais par exemple, dans les cultures d'été, il y a des choses qui sont aussi plus ou moins rentables. Donc c'est très variable d'une culture à l'autre. En tout cas, si ta vocation c'est de nourrir les gens et d'être sur un modèle diversifié, les légumes d'hiver c'est incontournable, quoi. Je veux dire, le poireau en hiver c'est incontournable. Avoir des beaux épinards ou des verdures type la mâche, c'est aussi incontournable. Des pommes de terre, c'est incontournable. Il y a des carottes, c'est incontournable. En fait, en fonction des saisons, tu as vraiment toujours ces 5, 6, 7 légumes essentiels où tu as du volume qui part. Après, faire partir du volume, ça ne veut pas forcément dire que le légume en question est rentable. Il faut rentrer dans le détail du calcul. Mais tu peux vraiment faire des... Là en ce moment, octobre-novembre, on fait des très bons marchés. Alors que c'est pas une saison. Alors bon, là il y avait un peu des vacances scolaires, mais c'est pas octobre, c'est pas une saison touristique et il y a du monde sur les marchés, tu as une très belle gamme. Et du coup, oui, moi je pense que ça vaut vraiment le coup de faire du légume d'hiver. Et puis il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que les gens se souviennent quand tu es là en hiver. C'est-à-dire que quand tu es là en janvier, qui fait -4, -5, que tu es comme un con avec tes salades qui gèlent à la moitié sur ton stand, déjà ils ont pitié de toi. Alors c'est plus ou moins agréable. Mais après, quand tu as les premières tomates en juillet, et si tu as des concurrents sur un marché, et que lui, il n'est pas là l'hiver, et en fait, tu as un lien qui se crée, quoi, avec ces gens-là, parce que ils te voient toute l'année. Donc d'un point de vue de la commercialisation, c'est aussi intéressant pour l'année suivante, les légumes d'hiver. Ça joue, quoi. Et puis après, là, en plus, il y a quand même un contexte en ce moment qui est compliqué au niveau économique, hein. La vie est de plus en plus chère pour tout le monde, donc ça on le ressent un petit peu, notamment dans les boutiques. Sur les marchés, je trouve que c'est un peu moins vrai pour l'instant. Mais ce qu'il faut bien dire aux gens, et ce qu'il faut que les gens, je pense moi, prennent conscience, c'est que dans ce contexte-là où l'énergie, le coût énergétique de tout ce qu'on produit, que ce soit de l'alimentation, des bâtiments, peu importe, explose, en fait on se rend compte que les supermarchés là actuellement, dans le coin, sont plus chers. Donc les légumes en conventionnel en supermarché sont plus chers que nous en vente directe en bio, quoi. Voilà, on a de la salade ici qui se vend à 1,59 € pièce, quoi. Alors que nous, on est à 1,10 € avec une qualité, une fraîcheur qui n'a rien à voir. Donc c'est une période difficile, mais je pense que c'est aussi une période où on peut être relativement optimiste pour les producteurs, parce qu'on va vraiment se retrouver compétitif au niveau des prix, parce qu'en fait on n'a pas la même dépendance au coût de l'énergie qu'il peut y avoir, soit sur des très grosses structures, soit sur les circuits longs en fait, de distribution, où il faut stocker en chambre froide sur des centaines de mètres carrés. Et ça, quand tu as le prix d'électricité qui fait x4 ou x5, et tu le vois dans les prix de supermarché, hein. Là on voit du poireau en conventionnel qui est à 3,50, 3,60. Il y a 2 ans c'était impensable, quoi. C'était impensable. Donc voilà, donc là il y a aussi une conjoncture qui fait que le légume d'hiver en bio, en vente directe, il est intéressant, quoi.